Dans ce chapitre, nous allons présenter la structure et les rôles du derme et de l'hypoderme. Et nous indiquerons les différences entre le derme superficiel et le derme profond. Nous présenterons aussi la jonction dermo-épidermique. La jonction dermo-épidermique est une lame basale séparant l'épiderme du derme. La jonction dermo-épidermique forme des replis ressemblant à des vagues, nommées les papilles dermiques. Du côté épiderme, les kératinocytes sont liés à cette lame basale par des hémidesmosomes. Du côté du derme, les fibres sont accrochées à cette lame basale par des fibres d'ancrage. Sur cette vue éclatée de la peau, nous avons l'épiderme en haut et le derme en bas, et nous voyons bien les formes des papilles dermiques. La jonction dermo-épidermique a plusieurs rôles. Tout d'abord, elle permet à l'épiderme d'être bien accroché au derme. Toutefois, elle permet des échanges entre l'épiderme et le derme, mais elle permet de filtrer ou de s'opposer au passage de certains composants. Ce schéma reprend la structure de la jonction dermo-épidermique, aussi notée JDE. Le derme est la couche de la peau située entre l'épiderme et l'hypoderme. Le derme est constitué de tissu conjonctif. Il est séparé en deux zones, le derme superficiel dans sa partie haute et le derme profond dans sa partie basse. Étant donné que le derme est un tissu conjonctif, il contient différentes cellules séparées les unes des autres. Ces cellules sont séparées par des fibres et de la substance fondamentale qui forme la matrice extracellulaire. Le derme contient des fibroblastes et des cellules immunitaires. Cette image est une coupe de la peau où l'on voit en violet foncé sur le haut l'épiderme et en rose clair le derme. On constate que le derme est bien plus épais que l'épiderme et qu'il est bien moins dense que l'épiderme. Le derme contient différents types de fibres. Les fibres les plus abondantes sont celles de collagène. Elles sont produites par des fibroblastes et ce sont des protéines. Les fibres de collagène sont relativement épaisses et elles apportent de la tenue et de la solidité à la peau. Les fibres de collagène sont issues de l'association de différentes sous-unités. Les fibres d'élastine sont un autre type de fibres. Elles sont également produites par les fibroblastes et sont des protéines. Les fibres d'élastine sont relativement minces mais apportent de l'élasticité à la peau. Avec ce schéma, nous comprenons le pouvoir élastique des fibres d'élastine. Elles sont capables de s'allonger mais reprennent leur forme initiale lorsqu'elles sont relâchées. Il existe d'autres fibres dans le derme comme la fibronectine ou la réticuline. Le derme renferme de nombreuses structures biologiques. Il s'agit par exemple des éléments de transfert ou de communication comme les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs. Le derme renferme également les annexes cutanées comme les follicules pilaires, les glandes sébacées et les glandes sudoripares. Ce schéma permet de resituer ces différentes structures au niveau du derme. Comme dit précédemment, le derme est séparé en deux parties, le derme superficiel et le derme profond. Ce tableau reprend les principales différences entre le derme superficiel dit aussi papillaire et le derme profond dit aussi réticulaire. Tout d'abord, leur situation est différente. Le derme superficiel est placé sur le haut et le derme profond est placé sur le bas. Ce sont également deux types de tissus conjonctifs différents. Le derme superficiel est un tissu conjonctif lâche et le derme profond est un tissu conjonctif dense. Leur épaisseur est différente, le derme profond est par exemple bien plus épais que le derme superficiel. Les fibres qu'ils contiennent ne sont pas orientées de la même façon. Dans le derme superficiel, les fibres sont orientées verticalement pour tenir les papilles dermiques et dans le derme profond, elles sont placées horizontalement. Les rôles du derme peuvent être présentés en prenant en compte ces différents éléments de structure. Grâce aux fibres qu'il contient, il apporte de la tenue, de la solidité et de la souplesse à la peau. Sa substance fondamentale est un petit réservoir d'eau. En contenant des cellules immunitaires, il participe aux défenses immunitaires. Grâce à ses vaisseaux sanguins, le derme permet de nourrir l'épiderme. Grâce à ses glandes sudoripares écrines, il participe à la thermorégulation. L'hypoderme est la couche de la peau la plus profonde. Il est situé sous le derme. L'hypoderme est un tissu conjonctif adipeux. Il contient donc des cellules séparées les unes des autres par des fibres et de la substance fondamentale. Cependant, les cellules qu'il contient sont très majoritairement des adipocytes. Sur cette image de l'hypoderme, on retrouve en blanc les ensembles d'adipocytes.
Formant ici comme une croix, les autres éléments, en violet et en vert, sont les autres cellules, les fibres et la substance fondamentale. Ce schéma reprend la structure de l'hypoderme. On y retrouve les différents vaisseaux sanguins, artères et veines, ainsi que les vaisseaux lymphatiques. Des nerfs sont également présents, et en rose la matrice extracellulaire formée de fibres et de substances fondamentales. Chaque petite sphère jaune est un adipocyte. On constate que les adipocytes se regroupent entre eux pour former des lobules, et que les lobules se rassemblent entre eux pour former des lobes. Les adipocytes sont aussi nommés cellules graisseuses. Ce sont des cellules volumineuses de forme sphérique. Elles sont essentiellement remplies d'une énorme vacuole. Ces vacuoles sont remplies de lipides particuliers, des triglycérides. La place restante pour le cytoplasme est donc très réduite. Le noyau est coincé entre la vacuole et la membrane cytoplasmique. Vous avez ici l'image de plusieurs adipocytes et un schéma détaillant la structure d'un d'entre eux. Les adipocytes stockent donc des triglycérides dans leur vacuole. Après les repas, les adipocytes produisent des triglycérides en puisant dans le sang du glucose et des acides gras, c'est ce qui est nommé la lipogénèse. Entre les repas, quand le corps aura besoin d'énergie, les adipocytes dégradent leurs triglycérides en glucose et en glycérol. Il s'agit alors de la lipolyse. Au cours d'une journée, ces deux phénomènes doivent être équilibrés. Autrement dit, les apports d'énergie doivent compenser les dépenses énergétiques. C'est ce que l'on appelle l'équilibre énergétique. Si les apports sont supérieurs aux dépenses énergétiques, alors les adipocytes conservent leurs triglycérides, c'est ce qui entraîne le surpoids. De plus, les adipocytes ont une capacité à augmenter leur taille de façon très importante, voire même de se multiplier. Les rôles de l'hypoderme sont dus à la présence des adipocytes. Grâce à son épaisseur, l'hypoderme protège contre les chocs, notamment au niveau des talons et des fesses. En contenant des triglycérides, l'hypoderme est une réserve d'énergie. Cette couche de graisse peut jouer le rôle d'isolant thermique. L'épaisseur de l'hypoderme ou panicule varie selon les régions du corps. Il est par exemple très fin au niveau des articulations et beaucoup plus épais au niveau des talons, des fesses et du ventre. Entre les femmes et les hommes, l'épaisseur de l'hypoderme varie selon les régions du corps. Par exemple, pour les hommes, l'hypoderme aura tendance à se développer bien plus pour les régions placées au-dessus du nombril. Cette répartition de l'hypoderme est dite androïde. A l'inverse, pour les femmes, l'hypoderme aura tendance à se développer pour les régions placées en dessous du nombril. Cette répartition est alors nommée gynoïde. Cette image reprend la répartition gynoïde plutôt observée chez les femmes et la répartition androïde plutôt observée chez les hommes. Mais parfois des hommes peuvent avoir une répartition gynoïde et des femmes avoir une répartition androïde. La cellulite est une anomalie de l'hypoderme. La cellulite donne un aspect de peau d'orange dit aussi capitonnée à la peau. Elle peut donner naissance à des sensations d'inconfort ou même douloureuses. Elle est souvent localisée au niveau des hanches, du ventre, des cuisses et des genoux. Mais elle peut aussi toucher d'autres régions comme les bras ou la nuque. La mise en place de la cellulite est due à une suite d'événements. À la base, elle est due à une augmentation du volume des adipocytes, dit lipodystrophie. En augmentant de volume, les adipocytes vont écraser les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques présents entre les lobes. Le retour du sang et de la lymphe est donc plus difficile. De l'eau peut donc s'accumuler dans les tissus, formant des œdèmes. Des déchets peuvent également s'accumuler dans le derme, ce qui abîme les fibres. Selon leur cause, il existe 3 types de cellulite. Tout d'abord, la cellulite adipeuse ou lipodystrophique, due essentiellement à l'augmentation de taille des adipocytes. Ou la cellulite œdémateuse due à la présence d'œdème. Et enfin, la cellulite fibreuse, due à la détérioration des fibres. Dans ce dernier cas, les fibres sont rigidifiées et tirent sur la peau. Les causes de la cellulite sont multiples. Par exemple, un déséquilibre alimentaire ou une sédentarité vont faciliter l'augmentation de volume des adipocytes. En nuisant à la qualité des vaisseaux sanguins, les hormones féminines sont également en cause. Les personnes ayant des troubles circulatoires seront aussi plus sujettes à la cellulite. La maîtrise de ce chapitre est par exemple essentielle afin d'expliquer de nombreuses techniques esthétiques.